Propaganda della seta ricava da cava della scica da ricchena ma va in the cava in sera da carriera ma ha che da one ga havarina sai in la che da piano con la tela in the cava che esce ha che da cava da morica di ha ni ga lo da chissà ko arica no anda che ha lo shata che da mara propaganda 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 propaganda. Senta che da cavare che muore già da sera levata ti che torniamo po andando siete romani da chi ne cielo vede ma de che in de godi no siete torrir sono mo e de cava che da muore in de sera lo co vai che ne hanno po di can me vedo de sera che cava via delle propaganda che da marca de sor propaganda de lover e di che la lascia propaganda de lodi e di che va te propaganda de legni da su sorti « 7h42 Et si la viande de cheval retrouvée dans nos lasagnes était le fruit d'un infâme complot fomenté par la CIA ou qui sait même les extraterrestres, c'est bien le genre de fantasme qu'on pourrait lire sur Internet ou entendre au comptoir d'un bistrot depuis le 11 mars, pas seulement, mais enfin en tout cas depuis le 11 septembre, plutôt 2001, jusqu'aux Illuminati, en passant par les francs-maçons. Eh bien, les théories du complot se développent, se multiplient, font florès et font les centaines et des centaines de pages sur Internet. Alors, sommes-nous tous crédules face à ces légendes, et quand nous le sommes, pourquoi le sommes-nous? C'est un danger contre lequel nous met en garde aujourd'hui le sociologue Gérald Bronner. Bonjour. Bonjour. Votre livre La démocratie des crédules, titre déjà qui apparaît presque comme un oxymoron, paru chez Fayard, décrypte léché au Presse universitaire de France, vous voyez, décrypte les mécanismes qui mènent du doute à la croyance dans ces mythes contemporains. Vous décortiquez dans cet ouvrage le mécanisme d'information, de réception et de propagation du mensonge, et vous vous posez une question que l'on peut résumer ainsi: la société de l'information, la nôtre, a-t-elle noyé notre esprit critique, et surtout, est-elle au fond un gros danger pour notre démocratie? Ben oui, parce que la démocratie des crédules, je disais, c'est presque un oxymoron, enfin ça n'en est pas un, mais a priori c'est quand même un énorme paradoxe, puisque la démocratie permettant à tout le monde de s'exprimer, ben voilà, c'est un beau et bien charmant système. Qu'est-ce que Gérald Bronner? Oui, c'est toute l'introduction et le sujet paradoxal du livre, c'est qu'on aurait pu penser, évidemment, le destin, disons, de l'humanité et de la croyance sont intimement liés. On aurait pu penser, certains l'ont pensé et l'ont écrit même, au siècle des Lumières, qu'avec le progrès de la connaissance, qu'avec la diffusion démocratique en effet de l'information et l'élévation globale du niveau d'études, on allait voir disparaître à l'horizon l'empire des croyances. Or, c'est un peu tout l'inverse qu'on observe dans notre contemporanéité. Des superstitions, la superstition allait disparaître, quoi. Voilà, superstitions, toutes sortes de croyances bizarres, même les idéologies politiques. Il faut relire ce que Paul Bert disait à propos de l'administration d'État, etc. On a plein de témoignages de nos prédécesseurs qui ont cru que croyance et connaissance étaient comme des vases communicants. Ce que la connaissance gagnait, la croyance le perdait. Or, les rapports, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Alors, mais par exemple, ce qu'il y a de tout à fait essentiel, à mon avis, dans ce que j'essaie de pointer dans le livre, c'est que
il s'est produit quelque chose d'absolument historique pour l'humanité. C'est ce que j'appelle la révolution sur le marché de l'information. Cette révolution, en fait, elle tient en deux axes. Le premier, c'est ce que tout le monde a constaté, la massification exponentielle et non sélective de la diffusion de l'information. Alors, juste quelques chiffres qu'on puisse se rendre compte. Certains chercheurs ont montré qu'au début des années 2000, s'est diffusé plus d'informations que depuis la création ou l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, par exemple, l'humanité a créé 150 exabits de données, ce qui est proprement cyclopéen. Qu'est-ce que c'est qu'un exabit? Alors, un exabit de données, c'est beaucoup de données. Je sais plus, il y a beaucoup de zéros derrière le chiffre, si vous voulez. Ce sont des masses cyclopéennes d'informations en 2005. Mais en 2010, il s'en est créé 8 fois plus. Donc, on a vraiment une progression exponentielle de l'information. Et alors là, évidemment, ça a un impact très fort sur la façon dont on se saisit l'information, dont on peut trier ou pas. C'est-à-dire que notre univers cognitif ou informationnel est devenu un dédale, c'est devenu un labyrinthe mental dans lequel nos contemporains ont du mal, moi y compris, à s'y retrouver. Et le deuxième point fondamental, c'est que n'importe qui, et ça c'est une grande nouveauté dans l'histoire, peut proposer une idée en quelque sorte, peut proposer son point de vue sur le marché des idées. Auparavant, il fallait écrire un article, faire de la radio comme vous, ou faire de la télévision. C'est-à-dire que la porte de l'offre sur le marché des idées était très très étroite et nous étions très peu à pouvoir proposer notre point de vue. Aujourd'hui, même si nous maîtrisons très mal le langage, nous pouvons toujours cliquer j'aime, par exemple sur Facebook, et c'est déjà l'expression d'un point de vue. Et on peut aussi cliquer j'aime pas? Ah bah pas sur Facebook, mais effectivement, en tout cas sur les forums, on peut vous le pointez ça, vous dites que c'est un problème, c'est qu'on a effectivement le cliquage du j'aime, on a rarement le cliquage du j'aime pas. Eh ben écoutez, oui, c'est presque c'est un symptôme inquiétant de notre société. C'est un symptôme intéressant parce qu'en fait, ce que cette massification de la diffusion de l'information organise ou ce qu'elle favorise, c'est ce que nous appelons, nous les sociologues, le biais de confirmation. Alors qu'est-ce que c'est le biais de confirmation? C'est la tendance que nous connaissons tous, quand on est croyant, quand on a une idée, quelle qu'elle soit, à plutôt fréquenter des univers mentaux qui vont dans le sens de nos croyances. Par exemple, si vous êtes de gauche, vous allez avoir tendance à lire plutôt, je suppose, Libération ou l'Humanité ou que sais-je. Si vous êtes de droite, vous allez fréquenter Le Figaro ou Valeurs Actuelles. Donc en fait, nous ne cherchons pas à tester nos connaissances ou l'impression que nous avons des connaissances sur le monde par des informations contradictoires qui pourraient nous enrichir, mais nous cherchons plutôt à creuser un sillon préétabli. Donc, plus il y a d'informations sur un marché des idées, plus la probabilité de chance que vous trouviez au moins une information qui confirme votre croyance est importante. Et le moteur de recherche que nous utilisons tous, Google, tel qu'il est organisé... mais il n'est ni de droite ni de gauche, le moteur de recherche en absolument, question, a priori. Mais nous le sommes. Nous le sommes. Nous avons notre propre sensibilité et cette sensibilité, selon que nous croyons aux extraterrestres ou pas, selon que nous ayons un sentiment religieux ou pas, selon que nous soyons écologistes ou pas, va aiguiser notre recherche pour aller chercher l'information qui va confirmer notre croyance. Mais une information que l'on veut trouver. Une information que l'on veut trouver. Je voudrais que vous expliquiez un peu plus encore, c'est quand même cette question de croyance. Dans votre livre, vous montrez donc qu'Internet favorise la croyance plus que la connaissance. C'est Internet, c'est Dieu? Internet, c'est certainement pas Dieu, c'est justement, c'est nous. En fait, Internet, c'est personne. Internet, ça n'existe pas en tant que soi. C'est juste une somme d'interactions individuelles très complexes. C'est pour ça que je propose d'utiliser la métaphore, si ça ne choque personne, du marché. C'est une sorte de marché des idées. Il y a des gens qui offrent des idées et d'autres, entre guillemets, qui les achètent, c'est-à-dire qui vont les endosser. Et cela crée des effets, parce que comme vous le savez, le marché n'a pas que des vertus. Il crée beaucoup d'effets pervers. Et il y a un certain nombre d'effets pervers. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ce marché des idées, tel qu'il est organisé, c'est-à-dire en fait totalement désorganisé, est-ce qu'il est favorable à la connaissance ou plutôt défavorable à la connaissance et favorable à la croyance? Oui, parce que déjà il y a un piège tout de même dans le vocabulaire. Quand vous dites, au fond, Gérald Bronner, que grâce à Internet, ou disons même sans dire le grâce, que Internet produit de l'information, il faudrait dire que derrière le mot information, il produit aussi de la désinformation. Voilà, alors une information, je la juge de façon neutre. Une information, c'est une donnée, après elle peut être vraie ou fausse. Une donnée, on va dire. Alors ensuite, selon qu'elle soit vraie ou fausse, on peut les classer en connaissance ou en croyance. Mais il n'y a pas que les croyants qui m'intéressent. Il y a surtout, comme vous l'aurez remarqué, les indécis. C'est-à-dire, c'est là où c'est le plus dangereux, parce que quelqu'un qui croit en quelque chose, qu'il ait une information A ou non A, ça va pas souvent changer son point de vue. Si vous êtes de gauche ou vous lisez un article de droite, vous n'allez pas devenir de droite automatiquement. Nous avons quand même une forme de libre arbitre, enfin en tout cas je l'espère. C'est beaucoup plus problématique pour les indécis. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de point de vue arrêté, que sais-je, sur les OGM, le nucléaire ou sur la télépathie, etc., qui va se servir d'Internet, eh bien, j'ai fait un test tout à fait simple. J'ai regardé qu'est-ce qui sort dans les 30 premiers sites que propose Google
Google sur tel ou tel sujet, par exemple télépathie, astrologie, etc. Sachant que la plupart de nos contemporains, plusieurs enquêtes. L'astrologie, c'est intéressant dans votre livre. Oui, plusieurs enquêtes ont... Alors, l'astrologie, par exemple, oui. Ben voilà, donc on sait qu'on va pas au-delà des 30 premiers sites. Donc la simulation que j'ai fait est à peu près crédible et elle est réaliste. Eh bien, pour l'astrologie, on trouve plus de 90% de sites qui sont favorables à la croyance. Mais si je tape astrologie sur Google, je vais tomber sur 90% de sites sur les 30 favorables. premiers. Voilà, même sur les 100, puisque j'ai essayé aussi sur les 100. Donc je vous invite à le faire. Si vous tapez même le monstre du Loch Ness ou d'autres croyances farfelues de ce genre, vous allez vous apercevoir que les croyants ont réussi à instaurer une forme d'oligopole, c'est-à-dire une domination du marché un peu paradoxale. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus motivés que les non-croyants. Et tout marché fonctionne comme ça. Comme Internet est un marché de l'offre, il est hypersensible à la motivation des offreurs. Et nous vivons dans un monde, tout simplement, où les croyants sont plus motivés que les non-croyants. Oui, vous voyez ce que vous voulez dire. Au fond, si on croit à ces choses farfelues comme le monstre du Loch Ness, moi, je peux vous prouver l'existence des chevaux. Je ne peux pas vous prouver l'existence ou la non-existence de la licorne. Absolument. Voilà bien le problème de toute connaissance. C'est un exemple introductif, en effet. Et le problème de la connaissance, c'est qu'elle peut prouver éventuellement que quelque chose existe. Il est beaucoup plus difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. On pourrait dire pour la licorne, par exemple, on n'en a jamais vu. Mais plus on n'arrive pas à prouver ce qui n'existe pas, plus cela va évidemment conforter ceux qui ont des croyances dans certaines choses fausses. Ou absolument. Cela génère mécaniquement un espace, je dirais, un terrain royal pour tous les croyants. Car que disent les croyants en général? Mais vous savez, la science, c'est parfois trompé, la science est une connaissance provisoire, ce qui est exact, et il joue sur ce caractère provisoire de l'énoncé scientifique pour imaginer que peut-être on pourrait inférer un certain nombre de choses et vous ne pouvez pas démontrer évidemment l'inexistence de ces allégations. Mais alors comment ça marche pratiquement? Par exemple, comment se fait-il qu'il y a encore effectivement sur de très nombreux sites les théories qui consistent à dire qu'au fond, oui, le 11 septembre n'a pas existé, ou s'il a existé, qu'il est un complot absolu des forces sionistes, la CIA, que l'on critique, on dément les thèses des avions sur le Pentagone. Comment ça existe ça justement, comment ça peut surtout perdurer? Cette révolution du marché de l'information est très favorable à ce genre de théorie. Pourquoi? Bien, tout simplement d'abord parce qu'elle confère une épaisseur argumentative. Je m'explique. Auparavant, prenons une rumeur du complot dont on a peut-être tous entendu parler. On a dit par exemple qu'une célèbre marque de cigarettes était affiliée au Ku Klux Klan. Cette marque de cigarettes... Oui, et puis que sur le paquet, on voyait les K, que le logo rouge exactement. faisait le KKK. Vous vous rappelez de ça? C'est la preuve de cette collusion serait les 3 K qui apparaîtraient sur ce marché, sur ce paquet de cigarettes. Plus une cigarette de cow-boy. Voilà, on a entendu parler de ça, mais il n'y avait pas d'autre argument que cela. Donc en fait, on traitait cette information avec ironie, on y croyait pas, mais remarquez qu'on ne devenait pas militant pour faire en sorte que le Ku Klux Klan abandonne cette marque de cigarettes. C'était une information, on y adhérait très très conditionnellement, quand bien même y adhérions-nous. Pour le 11 septembre, j'ai une de mes étudiantes s'est donné pour tâche de dénombrer le nombre d'arguments. Là, on parle pour le Ku Klux Klan, un seul argument. Pour le 11 septembre, on en dénombre une centaine. Certains relèvent par exemple de la sismologie ou de la physique des matériaux, etc. Autant d'arguments qui en fait sont faux quand on les vérifie un à un. Mais ils relèvent de très nombreuses, disons, disciplines différentes, et cela constitue une intimidation argumentative pour le non-croyant. Ce qui fait que le non-croyant a généralement beaucoup moins d'arguments que le croyant. D'ailleurs, vous aurez remarqué que si vous discutez avec quelqu'un qui croit au 11 septembre, enfin, qui croit au complot du 11 septembre, il a toujours quelques arguments à vous opposer, alors que la plupart du temps, le non-croyant hausse les épaules, sourit, mais supposez que vous soyez l'indécis et que vous soyez témoin de cette conversation. Lequel des deux trouverez-vous plus convaincant? Eh bien, vous trouverez probablement le croyant plus convaincant. Ce que permet Internet, c'est de faire une agrégation de ces arguments par la technique du copier-coller. Tout simplement, on peut dire que c'est devenu une forme d'incubateur de mythologie contemporaine. Oui, c'est-à-dire que le problème, il est qu'on ne peut pas arriver à prouver nécessairement, dans le temps d'une conversation de bistrot, qu'il n'y a pas eu complot. D'abord parce que vous n'auriez pas eu, en tant que non-croyant, la motivation d'aller consacrer du temps à cela, mais quand bien même vous le feriez si vous étiez vraiment face à un vrai complotiste du 11 septembre, il aurait tellement d'arguments que vous ne pourriez pas tous les défaire. Vous auriez peut-être quelques contre-arguments, mais il dirait dans l'ensemble, tout ne peut pas être faux. Et ça, c'est un des slogans contemporains. Tout n'est peut-être pas vrai, mais tout ne peut pas être faux. Qu'est-ce qui est à mettre en cause aussi, entre autres, en l'occurrence, la façon dont justement les sites internet référencent les informations, les données que vous lui demandez, en fonction de logiciels, d'algorithmes très complexes que vous décrivez dans le livre. Bon, les vrais algorithmes de Google demeurent secrets, mais on sait que tout ça
tient sur quelque chose qu'on appelle le PageRank. Le PageRank, c'est la façon dont les sites renvoient les uns aux autres. Donc c'est un très bon algorithme, hein, mais cela relève aussi de la popularité du site. Donc vous voyez bien qu'il y a un effet un peu pervers là-dedans. Plus un site est populaire, plus il va être haut dans la hiérarchie de Google, et plus il va avoir tendance à creuser un sillon narratif qui peut être parfaitement mythologique. Alors quelle est si on peut le dire comme ça, la quantité de crédulité qui à terme menacerait tout de même on va dire quoi, les équilibres démocratiques, parce que vous dites, et vous avez beau essayer de dire que dans votre livre que vous êtes plutôt optimiste, quand on finit et quand on referme votre livre, on n'a pas le sentiment que l'optimisme soit au rendez-vous. Ça veut dire que de plus en plus on est soumis à croire, tous, y compris ceux qui ont promis de vérifier l'information, nous journalistes, qu'il y a enfin que c'est une société de l'enfumage, quoi. Bon, disons, il y a encore beaucoup de vrai, beaucoup de connaissances, heureusement, dans tout ça. Y a-t-il un complot pour nous faire croire au complot, Justement, non, il n'y a pas de complot. C'est un effet involontaire, c'est un effet de marché, ce qu'on appelle, nous autres, les sociologues, des effets émergents, c'est-à-dire des effets pervers. Justement, je ne tombe pas du tout dans l'interprétation complotiste. Vous dites, le diagnostic pourrait quand même paraître effrayant, là, le diagnostic, à mon avis, est effrayant, il est sévère, mais il est nécessaire. Si on veut, je veux dire, comprendre le bras de fer qui se joue en ce moment entre la démocratie des crédules et la démocratie de la connaissance, je pense que la partie n'est pas perdue. Mais en tout cas, le combat est bien engagé pour l'instant en faveur de la démocratie des crédules. Prenez par exemple le thème du complot qu'on vient d'évoquer. Auparavant, nous savons tous les spécialistes savent que ces thèmes étaient réservés à une forme de radicalité politique. On était conspirationniste à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Or, on constate, et pour plein de thèmes de ce genre, que ces éléments conspirationnistes ont essaimé dans la population, je dirais ordinaire, monsieur tout le monde, a une petite idée. D'ailleurs, sondage après sondage, on voit bien que, y compris les mythes du 11 septembre, commencent à prendre une proportion très importante. Alors la France n'est pas le pays le plus touché, mais en Allemagne, par exemple, ou même aux États-Unis, et pire encore dans les pays du Moyen-Orient, on peut le comprendre, puisque ces mythes sont américanophobes d'une certaine façon. Et auparavant, même la thématique, les thématiques du complot touchaient plutôt des groupes assez marginaux, les gitans, etc. Et aujourd'hui, le cœur de cette thématique, c'est quoi? C'est un autre nous-mêmes, ce sont les États-Unis la plupart du temps, et au sein des États-Unis, la CIA. La CIA derrière tous les complots. La CIA génère des fantasmes. Absolument. Et donc, en fait, c'est quand même l'expression d'une forme de détestation par les Occidentaux de leur propre monde. Et beaucoup plus inquiétant que toutes ces histoires conspirationnistes, même si c'est inquiétant d'un point de vue politique. On le voit avec, par exemple, on a parlé de Chavez, là, il y a quelques minutes. Chavez était un conspirationniste. Bébé Grillo, voilà. Et on retrouve dans son discours beaucoup de thèmes conspirationnistes. Donc on voit bien que ces thèmes-là essaiment dans une forme maintenant d'espace politique ordinaire. Plus inquiétant, à mon avis encore, sont toutes les croyances qui se diffusaient massivement chez nos concitoyens, alors qu'auparavant elles étaient là aussi confinées à des espaces de radicalité, que sont les croyances technophobiques, c'est-à-dire les croyances de peur des nouvelles technologies, et qui, par exemple, incitent un certain nombre de nos concitoyens à ne pas faire vacciner leurs enfants. On a une baisse de la couverture vaccinale. Il y a un exemple que vous citez sur la rougeole. Absolument. Et ou sur l'hépatite, c'est encore plus patent. Alors, cette baisse de la couverture vaccinale, elle est due à quoi? Encore une fois, elle est due à l'agrégation d'un certain nombre de croyances qui se diffusent, qui prétendent être scientifiques, qui ne le sont pas. Non, mais c'est joli parce que quand même un jour sur l'envie scientifique de renom et à laquelle on pourrait penser qu'il est infaillible, article d'un scientifique disant qu'éventuellement la vaccination contre la rougeole provoquerait et serait le moteur de l'autisme, et c'est l'hépatite en fait. Mais on a des arguments de ce genre. Et du coup, on note une baisse des vaccinations et une mise en danger des enfants jusqu'à ce qu'un jour l'information soit à nous démentie par à nouveau les scientifiques. Elle l'a été, et par The Lancet. Mais le dégât est fait. Il y a une rémanence de l'information qui fait que cette information, en fait, elle demeure et elle est toujours disponible. C'est comme vous savez, ces mails qu'on a d'enfants qui ont disparu. Et en fait, ce sont des mails qui datent d'il y a 6 ou 10 ans. L'enfant est déjà mort. D'ailleurs, c'est souvent très macabre. Et les gens croyant bien faire continuent à diffuser l'information. Évidemment, encore une fois, l'enfer étant pavé de bonnes intentions. Mais là, pour cette histoire de vaccin, effectivement, tous les démentis ont été faits. L'article a même été retiré de The Lancet. Ça, c'est, disons, la procédure habituelle de la science. La science peut se tromper. Il y a rien de scandaleux là-dedans. Mais simplement, le problème, c'est que l'accélération du traitement de l'information est telle qu'on ne laisse plus le temps naturel de la science de revoir ses propositions, de revenir sur elles. L'information se diffuse dans le grand public. Elle a un impact, et en l'occurrence un impact sanitaire, car ce recul de la couverture vaccinale, comprenez bien que ça va occasionner des milliers de morts, à coup sûr, statistiquement, dans les prochaines générations. Gérald Bronner, pour conclure cette première partie, on peut donc dire tout de même et qu'on ne peut plus parler ni évoquer la sagesse des foules.
Ben, il y a les deux. La sagesse des foules existe, mais la déraison des foules existe aussi. Et c'est un sujet qui est très incarcéré idéologiquement. Il y a ceux qui pensent que les foules sont toujours idiotes, et il y a ceux qui pensent qu'elles sont toujours intelligentes. Moi, j'essaye de montrer que ça dépend des cas. Nous revenons à 8h16, c'est